Bonjour les troisièmes. Alors, aujourd'hui, une dernière vidéo afin de finir notre chapitre sur la guerre froide et étudier le dénouement, la fin de ce conflit. Je vous remets le plan du cours à l'écran afin de vous rafraîchir la mémoire. Nous étions remontés en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les vainqueurs ou les futurs vainqueurs se réunissent lors de la conférence de San Francisco qui est organisée le 26 juin 1945. L'Allemagne a déjà signé sa capitulation le 8 mai 1945, la guerre est donc finie en Europe. Elle se poursuit dans le Pacifique puisque les Japonais ne signeront leur capitulation que le 2 septembre 1945. Et cette fois-ci, ce sera la fin de la guerre. Donc nous étions remontés au 26 juin 1945. Les Alliés sont réunis à San Francisco au cours de la conférence de San Francisco. Et au cours de cette conférence est créée l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont l'une des missions principales sera de garantir la paix dans le monde une fois que la guerre sera terminée. Cette ONU n'arrivera pas à empêcher une opposition entre deux des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale que sont les États-Unis et l'URSS. Cet affrontement entre États-Unis et URSS, c'est la guerre froide. Elle débute en 1947, cette date devra être retenue, c'est une date de repérage pour le brevet. Les deux ennemis se sont attaqués sur leur mode de vie. Le monde s'est divisé en deux blocs. D'un côté, le bloc qui soutient les États-Unis, qui est appelé le bloc occidental, l'Europe de l'Ouest, une large partie de l'Amérique, les colonies d'Afrique, l'Océanie appartiennent à ce bloc, et puis de l'autre, le bloc qui soutient l'URSS, qui est appelé le bloc soviétique, qui comprend notamment l'Europe de l'Est, la Chine, Cuba ou des pays comme la Corée du Nord. Le monde s'est divisé en deux, le monde est devenu bipolaire, et cette guerre est qualifiée de guerre froide, car aucun des deux ennemis, États-Unis et URSS, ne se déclareront la guerre directement. Les deux s'affrontent à travers le monde au cours de guerres annexes, notamment la guerre de Corée, au cours de crises comme la crise de Berlin, en 1948, la crise de Cuba en 1962, crise de Cuba au cours de laquelle le monde a frôlé une guerre nucléaire, et puis les deux s'affrontent également par l'intermédiaire d'une compétition scientifique et technologique, comme la course à l'espace qui a débuté en 1957. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment cette guerre se finit-elle? Pour répondre à cette question, je vous propose tout d'abord de regarder un premier document. Vous avez le temps de faire pause chez vous pour le lire. Ce document est écrit par un personnage qui s'appelle Mikhaïl Gorbatchev, dont vous avez un portrait à droite. Mikhaïl Gorbatchev est le dirigeant de l'URSS depuis 1985 et le texte que vous avez sur l'écran est un extrait d'un livre qu'il a écrit qui s'intitule Perestroïka et qui est paru en France en 1987. Lorsque Mikhaïl Gorbatchev arrive à la tête de l'URSS en 1985, il faut imaginer que le pays est très mal en point. Les caisses de l'État sont vides, le pays est au bord de la ruine, la puissance militaire de l'URSS est considérablement affaiblie, la course à l'espace est perdue par les Russes qui se sont fait distancer par les Américains ont réussi à faire marcher sur la Lune Neil Armstrong et Buzz Aldrin en juillet 1969, les Américains ont mis au point la navette spatiale Columbia et c'est un progrès parce que pour la première fois un appareil est envoyé dans l'espace et il peut revenir sur Terre et être réutilisé à nouveau. Les Russes tenteront également l'expérience avec la navette Buran, mais c'est plus un échec qu'autre chose. Il faut imaginer également qu'en URSS, la population conteste de plus en plus le régime soviétique qui est basé sur le communisme, sur la propagande et même sur l'usage de la terreur. C'est le régime qu'avait mis en place Staline, et même s'il est un peu plus souple, et même si la terreur a un usage un peu moins fréquent, c'est un régime totalitaire que la population commence évidemment à regretter et à contester. Les alliés de l'URSS, par ailleurs, commencent eux aussi à contester la domination soviétique, en particulier les pays d'Europe de l'Est, et puis des pays comme la Chine ou la Yougoslavie se sont détachés de l'alliance avec l'URSS. Et donc, lorsque Mikhaïl Gorbatchev arrive à la tête de l'État, il propose de réformer son pays. La réforme, en russe, c'est ce qu'on appelle la perestroïka. La perestroïka, c'est la refondation, la restructuration. Et donc, vous avez ici une partie de la pensée de Gorbatchev. Cette pensée, elle commence tout d'abord par un constat. Le constat que fait Mikhaïl Gorbatchev, c'est que cette guerre froide ne peut pas se résoudre en utilisant l'arme atomique. Il estime que la guerre nucléaire n'est pas un moyen de parvenir à ses objectifs. Il va même plus loin. Il explique que cette guerre nucléaire est insensée, c'est une absurdité, et puis surtout, si jamais elle a lieu, personne ne gagnera. Il n'y aura que des perdants. C'est son constat. La violence ne résout rien, et donc Gorbatchev propose des solutions pour éviter cette guerre nucléaire. La première solution, tout d'abord, qu'il propose, c'est de reconnaître à chaque nation le droit de choisir sa propre voie. Chaque pays peut, pour faire simple, faire ce qu'il veut. La deuxième chose qu'il propose, c'est la renonciation à intervenir dans les affaires des autres États.
Gorbatchev dit « Aucun pays ne doit plus dorénavant s'occuper des affaires des autres. Les nations peuvent choisir le capitalisme qui s'inspire du modèle américain ou le socialisme qui s'inspire du modèle soviétique, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est le droit souverain. » Et puis surtout, il explique que les pays ne sont plus obligés de se calquer sur le modèle américain ou le modèle soviétique. Ils peuvent choisir l'un, choisir l'autre ou être neutres. En fait, si vous devez résumer la pensée de Gorbatchev rapidement, nous sommes, d'après lui, au bord d'une guerre nucléaire qui ne fera que des perdants. Et le mot d'ordre de Gorbatchev, c'est le mot liberté. Chaque pays doit être libre de choisir sa propre voie. Chaque pays doit être libre de choisir le modèle américain ou le modèle soviétique ou aucun des deux. Et puis surtout, aucun pays ne doit intervenir dans les affaires des autres. Tout cela, évidemment, va avoir une incidence énorme sur la suite de l'histoire. Si Gorbatchev propose cette réforme, c'est pour finalement redorer un petit peu le blason du modèle soviétique, montrer que ce modèle est plus sage, qu'il est plus libre, et le but c'est de le rendre fréquentable aux yeux du monde. Gorbatchev proposera d'ailleurs d'autres réformes. Notamment, Gorbatchev a proposé de restituer les terres aux paysans, ces terres qui avaient été confisquées à l'époque de Lénine puis à l'époque de Staline. Ces terres qui avaient été récupérées par l'État dorénavant sont rendues aux paysans. La deuxième chose, c'est que dorénavant, l'économie soviétique devient une économie libérale. Les entreprises sont libres de commercer avec qui elles veulent, de fabriquer ce qu'elles veulent. Dorénavant, le modèle communiste disparaît de l'économie. Et puis, surtout, Gorbatchev autorise tous les partis politiques. C'est-à-dire que dorénavant, tous les partis peuvent se présenter aux élections. Auparavant, ça n'était pas le cas. Seul le Parti communiste était autorisé. À partir de maintenant, aux élections, les électeurs auront le choix entre des candidats qui appartiennent à différents partis. C'est la mise en place d'élections libres et donc d'une certaine forme de démocratie. Je vous propose dès à présent de commencer la trace écrite pour qu'elle soit moins longue et que les idées soient mises en place progressivement. Ce que vous pouvez noter, tout d'abord, c'est le nom de ce chef de l'Union soviétique qui va changer le cours de l'histoire. Ce chef, donc, c'est Mikhaïl Gorbatchev, qui devient le chef de l'URSS en 1985. À l'époque, en 1985, il faut retenir que l'URSS est à bout de souffle. Le pays a de plus en plus de mal à maintenir son économie, à maintenir son armée, à maintenir sa puissance mondiale et à maintenir le contrôle de la population. Et donc Gorbatchev, il comprend que si la guerre froide continue, le risque d'une guerre nucléaire est grand, et pour faire simple, le monde ira à sa perte. Il comprend, par ailleurs, que le régime totalitaire soviétique, qui repose sur la propagande, la terreur et le communisme, ne doit plus exister. Gorbatchev propose donc des réformes pour restructurer l'URSS. Cette réforme ou cette série de réformes, c'est ce qu'on appelle la perestroïka. La principale mesure de ces réformes, c'est la mise en place des libertés. Donc si vous devez ne retenir qu'une chose, c'est ça, Gorbatchev met en place la liberté en URSS. Tout d'abord, les Russes sont libres, notamment de voter pour qui ils veulent pendant les élections. Dorénavant, tous les partis politiques sont autorisés. Je le mets entre parenthèses. Jusqu'alors, seul le Parti communiste était autorisé. Et donc, pour faire simple, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le pluripartisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs partis politiques dans le pays, la mise en place d'élections libres, et donc la mise en place d'une certaine forme de démocratie. Vous pouvez rajouter que l'économie russe se libéralise, c'est-à-dire que les entreprises n'appartiennent plus forcément à l'État. Ça veut dire que les entreprises peuvent produire ce qu'elles veulent et surtout, elles peuvent échanger dans le monde entier avec qui elles veulent. Au passage, les pays sous domination de l'URSS sont libres de choisir de rester ou non. Et puis, les alliés de l'URSS sont libres de quitter l'alliance ou non. L'objectif de Gorbatchev avec cette perestroïka, avec cette restructuration, est clairement de rendre son pays plus fréquentable, de rendre son économie plus solide, et en garantissant la liberté, l'objectif, c'est de faire en sorte que les contestations cessent.
Le but de Gorbatchev, retenez-le bien, c'est important, est clairement de consolider une URSS qui à l'époque est en train de vaciller. Mais cette restructuration, cette perestroïka de Gorbatchev va avoir en fait un effet complètement inattendu qu'on va voir à l'aide de les deux documents qui vont suivre. Tout d'abord, un deuxième document qui vous montre l'URSS et ses alliés en Europe. J'explique la légende, et là il faut bien suivre parce que la carte va vous paraître peut-être un petit peu compliquée. Les pays qui sont en rose foncé ici, la Russie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, etc., etc., sont les pays membres de l'URSS. L'URSS, souvenez-vous, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. En fait, l'URSS n'est pas un pays. L'URSS est l'alliance de 16 pays, de 16 républiques qui s'étaient alliés à l'époque de Staline. Les pays qui sont en rose plus clair, ici, sont, dans la légende, appelés pays satellites. Pour faire simple, ce sont les pays d'Europe de l'Est qui ont été libérés par l'armée soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui sont restés depuis sous domination de l'URSS. Le pays en rose plus clair ici, c'est la Yougoslavie. C'est un pays qui aujourd'hui n'existe plus, qui a été fractionné, qui aujourd'hui recouvre la Bosnie, la Croatie, la Serbie, etc., etc. C'est un allié de l'URSS, mais au moment où la carte est faite, l'alliance a été rompue. Vous remarquez également le petit pointillé que vous avez ici, la ligne en pointillé qui est ici, c'est le rideau de fer. Le rideau de fer, c'est la frontière infranchissable qui s'est abattue sur l'Europe à la fin de la guerre, avec à l'est de cette ligne le bloc soviétique et à l'ouest le camp américain. Vous remarquez au passage que l'Allemagne est coupée en deux, ici, par ce rideau de fer, avec d'un côté la RFA, la République fédérale allemande, qui est dans le camp américain, et de l'autre la RDR, République démocratique allemande, qui elle est dans le camp soviétique. Je vous renvoie vers les parties précédentes du cours. Lorsque Gorbatchev lance sa perestroïka, il faut imaginer que cette carte se décompose. En fait, la perestroïka, rappelez-vous, c'est la mise en place des libertés. Gorbatchev explique que chaque pays doit avoir le droit de disposer de lui-même comme il l'entend et d'appartenir au camp qu'il souhaite. Et finalement, cette perestroïka va provoquer différents événements politiques en Europe. La première chose, tout d'abord, c'est que tous les pays de l'URSS vont proclamer leur indépendance. Puisque Gorbatchev leur a dit qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils veulent, ces pays décident de se libérer de l'URSS. Des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Ukraine, par exemple, proclament leur indépendance. L'URSS était l'union de 16 pays. Ces pays proclament leur indépendance. La deuxième chose qui va se passer, c'est que puisque Gorbatchev dit aux pays qu'ils sont libres de disposer d'eux-mêmes, tous les pays d'Europe de l'Est qui étaient sous domination russe décident de se séparer de cette domination, de se débarrasser de cette domination. L'URSS n'aura plus son mot à dire dans ces pays-là, des élections libres sont organisées, parfois les chefs d'État qui sont élus sont communistes, mais parfois ils ne le sont pas. Et donc l'URSS ne peut plus influencer ces pays-là. Des pays comme la Yougoslavie, je l'ai dit, ne sont plus alliés de l'URSS, c'est leur liberté de le faire, puisque Gorbatchev le leur a garanti. Et puis au passage, le rideau de fer va disparaître. Le rideau de fer va disparaître puisque auparavant l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est étaient séparées, mais Gorbatchev, avec sa réforme, a dit à chacun qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, que chacun était libre. Donc ces pays, notamment la Hongrie, décident d'utiliser cette liberté pour faire sauter le rideau de fer. L'Europe se réunifie. Et puis il va y avoir une autre conséquence, une dernière conséquence, c'est Berlin. Si vous vous rappelez le sort qui avait été réservé à Berlin, Berlin était divisé en deux. D'un côté Berlin-Ouest qui était dans le camp des Américains, de l'autre Berlin-Est qui était dans le camp des Soviétiques. Berlin-Ouest servait d'échappatoire aux Allemands de l'Est qui entraient dans Berlin-Ouest, prenaient l'avion et s'enfuyaient. Pour empêcher cette fuite, les Russes avaient fait construire le mur de Berlin autour de Berlin-Ouest. Gorbatchev ayant dit aux populations qu'elles étaient libres, les Berlinois en ont conclu qu'ils étaient libres d'abattre le mur. J'attire votre attention sur cette photo parce qu'il faut être capable de la décrire. Le mur de Berlin est ici. Vous remarquez que le mur de Berlin est tagué. Ces tags, ces graffitis sont intéressants parce qu'ils nous indiquent de quel côté du mur on est. Est-ce qu'on est à Berlin-Est, côté russe, ou à Berlin-Ouest, côté américain? Clairement, nous sommes côté Berlin-Ouest, parce que le mur est tagué. Côté russe, les Berlinois n'avaient pas le droit d'approcher le mur. Quiconque approchait le mur était tué. Donc évidemment, les Berlinois à l'Est ne pouvant pas s'approcher de mur, ils n'ont pas pu le taguer. Alors qu'à l'Ouest, il n'y avait pas ce genre de pression. Les Berlinois à l'Ouest pouvaient s'approcher du mur, et donc ils l'ont tagué. Donc le photographe est côté Berlin-Ouest.
Le mur est en train de tomber, vous en avez ici un pan qui bascule. Derrière, vous avez des soldats de la RDA, de la République démocratique allemande. Ces soldats de la RDA ont reçu l'ordre de la RDA et de Gorbatchev de ne pas faire tirer sur cette foule qui abat le mur. Pour la première fois, l'armée de la RDA qui auparavant tirait sur quiconque s'approche du mur ne tire plus. Elle ne tire plus et elle observe de façon stoïque la destruction du mur. Et puis ici, au premier plan, vous avez les Berlinois de l'Ouest qui, eux, observent, certains avec un sourire béat, le mur qui est en train de tomber. Berlin est en train de se réunifier. L'Allemagne tout entière va se réunifier. Berlin redeviendra d'ailleurs la capitale du pays en 1999, le temps que le mur soit détruit en entier et que la capitale se reconstruise. Je vous propose à présent donc de finir la trace écrite en reprenant ces différents points et vous aurez la fin du résumé pour cette partie-là et la fin du chapitre. Ce que vous pouvez noter, c'est que après les annonces de Gorbatchev qui dorénavant offre la liberté au monde, eh bien tout d'abord les pays membres de l'URSS décident de proclamer leur indépendance et de quitter l'Union soviétique. Ils ont estimé que Gorbatchev leur avait donné la liberté de le faire. La deuxième chose, c'est que les pays d'Europe de l'Est qui étaient dominés par l'URSS se débarrassent de cette domination et organisent des élections libres. La troisième chose, c'est que les Européens font tomber le rideau de fer, c'est-à-dire la frontière infranchissable entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Pour faire simple, l'Europe se réunifie. La quatrième chose, le 9 novembre 1989, vous devrez retenir cette date, elle est repère brevet, les Berlinois de l'Est décident d'abattre le mur qui les sépare depuis 1961 de Berlin-Ouest. Et donc finalement, Berlin se réunifie à son tour. Et puis vous pouvez rajouter que finalement, l'Allemagne tout entière se réunifie. Au passage, Berlin redevient la capitale de l'Allemagne ainsi réunifiée en 1999. Une phrase de conclusion. Les pays de l'URSS ayant proclamé leur indépendance, l'URSS par conséquent cesse d'exister. Nous sommes en 1991 et l'URSS disparaît. 1991, repère brevet. Gorbatchev est donc le chef d'un pays qui n'existe plus, puisque l'URSS a disparu. Et donc l'URSS n'existant plus, la guerre froide prend fin, puisque l'un des deux ennemis n'existe plus. La guerre froide, rappelez-vous, c'est la guerre entre les États-Unis et l'URSS. L'URSS n'existe plus, puisque tous ses membres ont proclamé leur indépendance. Et donc, puisque l'URSS n'existe plus, la guerre froide cesse. Elle, la guerre froide, aura duré, repère brevet, de 1947 à 1991. Et donc, finalement, on peut conclure que les États-Unis sont les grands vainqueurs, puisque l'URSS, d'une certaine manière, ne marquez pas ça dans une copie, a déclaré forfait. Vous pouvez mettre un petit peu de couleur dans cette trace écrite. Il faut retenir la date du 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin. Il faudra retenir que la guerre froide a duré de 1947 à 1991. Il faudra retenir qu'elle s'est terminée par la disparition de l'URSS, l'éclatement du bloc soviétique et la victoire des États-Unis. Voilà. Vous avez l'intégralité du cours sur la guerre froide. Vous pouvez évidemment consulter à nouveau les vidéos. Elles seront disponibles sur YouTube autant de temps qu'il le faut. On commencera bientôt une prochaine leçon. À bientôt.